Dans cette série de vidéos, comment éviter l'Alzheimer? Une avancée scientifique déterminante et jusqu'à quel point on contrôle notre destin par nos habitudes de vie. Comme moi, vous avez probablement été témoin des ravages causés par la maladie, autant sur le ou la malade que sur son entourage. Personnellement, j'ai vu ma grand-mère paternelle en souffrir quand j'étais jeune. Et comme moi, vous vous demandez peut-être si vous ou vos proches êtes à risque ou si vous pouvez l'éviter. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Société Alzheimer du Canada et l'Alzheimer's Association, il n'existe aucun traitement permettant d'en guérir. Un constat qui perdure depuis 1906, mais qui aura peut-être bientôt besoin d'une mise à jour. En 2019, Chi-Chi Zerby reçoit un diagnostic de déficit cognitif léger causé par l'Alzheimer. Elle a 80 ans et elle a peur de ce qui l'attend. 5 ans plus tard, Mme Zerby a maintenant 85 ans. Et comme on peut le voir dans le documentaire The Last Alzheimer's Patient, produit par CNN, elle se porte beaucoup mieux. Comment? Pas de médicaments expérimental, seulement un changement radical de ses habitudes de vie. Le documentaire, animé par le Dr Sanjay Gupta, suit plusieurs participants d'une étude menée par le Dr Dean Ornish depuis son début en 2019 jusqu'à sa publication le 7 juin 2024. Une date qui risque de passer à l'histoire, parce qu'il s'agit de la première étude clinique randomisée montrant une inversion du déclin cognitif de certains patients atteints d'Alzheimer, dont Mme Zerby. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là pour diagnostiquer, prescrire ou inventer quoi que ce soit. Mais j'ai 2 bacs, un en kinésiologie et un autre en communication. La mission que je me donne, c'est de prendre l'information la plus susceptible d'avoir un impact positif sur votre santé et de la synthétiser de la façon la plus claire possible pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Je vais glisser un mot sur les facteurs de risque génétiques pour ne pas laisser de fausses croyances nuire à votre motivation. On va ensuite se concentrer sur ce qui a réellement de l'importance, l'impact de nos habitudes de vie sur le développement de la maladie. À quel point nos choix et nos actions au quotidien influencent la santé de notre cerveau. Bref, je vais vous donner espoir. Mais pas seulement un espoir qui rassure, un espoir qui motive. Un espoir qui pousse à l'action pour contrôler ce qu'on peut contrôler. En 1906, le Dr Alois Alzheimer fait l'autopsie du cerveau d'une patiente atteinte de démence. Il découvre des plaques formées d'une protéine appelée bêta-amyloïde entre les neurones. Il remarque aussi une accumulation de filaments composés d'une autre protéine, appelée Tau, dans le corps des neurones. Ces 2 anomalies sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, la cause de démence la plus répandue. Un siècle plus tard, les mécanismes qui causent l'Alzheimer sont encore débattus. Mais l'accumulation de plaques de bêta-amyloïde et le dysfonctionnement de la protéine Tau semblent étroitement liés à la mort d'un nombre anormal de neurones et aux symptômes qu'on connaît. Statistique intéressante. Plus on avance en âge, plus le risque de développer l'Alzheimer augmente. 1% à 65 ans, 32% à 90 ans et plus de 50% à 100 ans. Ça semble logique parce que l'âge est généralement considéré comme le plus grand facteur de risque. Mais au-delà d'un certain âge, le risque redescend. Ça, c'est curieux. Le Dr Jean-Paul Curté souligne que la maladie est quasiment inexistante chez les super-centenaires de plus de 110 ans. Selon le Dr Nels, leur longévité serait due à un mode de vie plus sain qui les aurait aussi protégés de l'Alzheimer. Un peu comme chez les aînés d'Okinawa au Japon, une des zones bleues de Dan Buettner. La maladie est très rare, autant à 90 qu'à 100 ans. On pourrait penser qu'ils ont tout simplement une meilleure génétique, mais leurs descendants ont adopté un mode de vie plus américain et développent maintenant nos maladies du vieillissement. Ils ont pourtant la génétique transmise par leurs aînés. La principale différence viendrait du mode de vie. On ne présente pas tous le même risque de développer la maladie. Tout d'abord, il existe ce qu'on appelle les maladies d'Alzheimer familiales ou précoces qui sont héréditaires. Elles sont causées par une mutation dans un gène et elles déclenchent généralement la maladie avant l'âge de 65 ans, parfois aussi jeune que 30 ans. Heureusement, elles sont très rares. Elles représentent moins de 5% des cas d'Alzheimer et menacent moins d'1% de la population.
Une autre prédisposition génétique, qui toucherait environ 15% de la population, concerne les différentes variantes d'une protéine de certains transporteurs de cholestérol, appelée l'ApoE. Elle jouerait un rôle dans le cerveau en se liant avec la protéine bêta-amyloïde pour participer à son élimination et aurait donc un impact sur le développement de l'Alzheimer. Il existe 3 principales variantes de cette protéine, ApoE2, E3 et E4. L'ApoE2 étant la plus efficace et l'ApoE4 la moins efficace pour éliminer la bêta-amyloïde. Évidemment, c'est l'ApoE4 qui prédispose à la maladie d'Alzheimer. Il est important de noter que le fait d'être porteur de l'ApoE4 augmente le risque, mais ne nous condamne pas à développer la maladie. Comme le dit le Dr Ornish, nos gènes sont une prédisposition, ils ne sont pas notre destin. Et les études montrent que les mesures préventives ont des effets encore plus marquants chez les porteurs d'ApoE4 que chez les non-porteurs. Les gens plus à risque ont donc encore plus avantage à avoir une hygiène de vie irréprochable. Ce qu'il faut comprendre et retenir de tout ça, c'est que pour la majorité d'entre nous, la génétique ne joue pas vraiment un rôle déterminant. Seulement 15% de la population aurait une prédisposition génétique et moins d'1% serait condamné à la développer. Nos habitudes de vie et les facteurs environnementaux seraient donc au cœur du développement de la majorité des cas d'Alzheimer. L'étude Finger est la première étude à démontrer que des interventions sur plusieurs habitudes de vie peuvent améliorer la santé de notre cerveau et prévenir le déclin cognitif. Les résultats des 2 premières années d'études ont été publiés dans The Lancet en 2015. Depuis, le professeur Mia Kivipelto développe le réseau Fingers à travers le monde. Le réseau compte aujourd'hui des équipes de recherche dans 62 pays et est administré en collaboration avec l'Alzheimer's Association. 13 études ont été complétées depuis sa création et une quinzaine sont présentement en cours. L'acronyme Fingers veut aussi dire doigt en anglais, et leurs interventions sont axées sur 5 dimensions, une pour chaque doigt. L'alimentation, l'activité physique, l'activité cognitive, l'activité sociale, et y inclut aussi là-dedans la relaxation, et la prise en charge des facteurs de risque vasculaires et métaboliques, hypertension artérielle, cholestérol, diabète, obésité. Et ce qui ressort de cette monstrueuse quantité de données, c'est que 40% des cas de démence pourraient être évités en agissant sur ces 5 fronts. Plus récemment, la commission de Lancet publiait en juillet dernier une synthèse compilant les données provenant de centaines d'études, mettant en lumière 14 facteurs de risque à éviter ou à prendre en charge, et évalue maintenant à 45% la portion des cas de démence pouvant être évités. Les 14 facteurs de risque qu'ils ont identifiés, la cigarette, l'abus d'alcool, les blessures à la tête, le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle, la dépression, l'obésité, la surdité, la perte de vision, la pollution de l'air, la sédentarité, l'isolement social et un faible niveau d'éducation. On va revenir plus tard sur tous ces facteurs. Pour l'instant, ce qui est à retenir, c'est que notre capacité à prévenir près de la moitié des cas de démence en modifiant nos habitudes de vie est plus matière à débat. Elle fait consensus. Mais quand on parle de guérison, le débat est ouvert. Si on fait une recherche sur la possibilité de guérir l'Alzheimer, on tombe inévitablement sur le Dr Dale Bredesen, un neurologue spécialiste de l'Alzheimer. Il a créé son laboratoire de recherche à l'Université de Californie à Los Angeles en 1989, avec comme but principal de comprendre pourquoi les cellules du cerveau dégénèrent vers des maladies comme l'Alzheimer. Selon lui, il est possible d'éviter beaucoup plus que 45% des cas. Il parle même de la fin d'Alzheimer et affirme depuis 2014 qu'il est possible d'inverser le déclin cognitif si on s'y prend assez tôt. Je suis conscient que son travail fait l'objet de beaucoup de débats. J'ai lu l'article dans The Lancet, Can We Trust the End of Alzheimer's? Et les préoccupations de la société Alzheimer à son sujet. Le titre, Un faux espoir d'inverser le cours de la maladie d'Alzheimer, attaque fortement sa crédibilité. Mais si on lit l'article au complet, la société Alzheimer ne prétend pas que ces affirmations soient fausses ou mal intentionnées. Seulement qu'elles n'ont pas encore été suffisamment démontrées et mettent en garde contre les dispendieuses analyses médicales recommandées par Bredesen. Évidemment, il faut comprendre que quand Dale Bredesen ou encore Michael Nels parlent de guérir l'Alzheimer, ils ne parlent malheureusement pas des patients dont l'état est avancé et qui ont déjà perdu une portion trop significative de neurones. Ils parlent de sauver ceux qui en sont à remarquer les premiers symptômes. Bredesen a publié de nombreux cas de progrès de patients, dont certains suggèrent même un rétablissement complet.
quelques-uns en 2014 et en 2016 et une centaine en 2018, traités par une vingtaine de médecins ayant appliqué son protocole à travers les États-Unis et en Australie. La Société Alzheimer du Canada considère que c'est des cas anecdotiques. Une taille d'échantillon plus grande, la réplication de son protocole et plus d'examens par les pairs sont essentiels pour déterminer si ces affirmations sont valides. Les anecdotes à elles seules ne suffisent pas à prouver une affirmation de cette importance. Bredesen l'admet lui-même dans son livre. Mais il faut commencer quelque part. La conclusion de sa dernière étude, publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease en 2022, est qu'un essai clinique contrôlé randomisé de plus grande envergure serait justifié. C'est ça qui est nécessaire pour prouver qu'un traitement est réellement efficace. L'essai clinique contrôlé randomisé. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une étude dans laquelle les participants ont été répartis au hasard entre le groupe qui reçoit le traitement et un groupe témoin. Ça évite plusieurs sources d'erreurs dont les chercheurs ne sont pas toujours conscients et ça donne beaucoup plus de crédibilité à l'étude. Par exemple, disons que certains patients présenteraient des troubles cognitifs dus à d'autres raisons que l'Alzheimer, comme une grosse dépression. Il serait compréhensible qu'avec de bons soins, ils prennent du mieux sans qu'on puisse conclure à une guérison de l'Alzheimer. Si les participants sont répartis au hasard et que les améliorations ne viennent pas du traitement, une partie des patients du groupe témoin vont aller mieux eux aussi. Par contre, si le groupe de l'intervention voit une amélioration, mais pas le groupe témoin, ça confirme l'efficacité du traitement. Les 30 ans de recherche de Bredesen suggèrent 36 facteurs pouvant contribuer au développement de l'Alzheimer, sur lesquels il recommande d'intervenir selon les résultats de nombreuses analyses. La complexité de son protocole est une des principales raisons pour lesquelles il n'a encore jamais été approuvé pour une étude clinique randomisée. J'ai entendu parler pour la première fois du Dr. Dean Ornish dans un cours sur les affections cardio-respiratoires à l'Université de Montréal. Notre professeur nous présentait son travail pour démontrer l'importance d'une modification des habitudes de vie dans une réadaptation cardiaque. Comme le dit le Dr. Sanjay Gupta, en 1990, le Dr. Dean Ornish a changé le monde médical avec son travail révolutionnaire sur les maladies cardiaques. Le Dr. Martin Junot, directeur de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal, consacre 4 pages de son livre « Un cœur pour la vie » aux avancées et au programme du Dr. Ornish. Il écrit « J'ai moi-même suivi plusieurs patients qui étaient motivés à suivre ce programme assez strict. Dans la grande majorité des cas, j'ai jamais eu à faire opérer ou dilater les coronaires des patients appliquant la méthode Ornish, même ceux chez qui les lésions étaient multiples et sévères. L'ancien président américain Bill Clinton doit d'ailleurs sa santé au même programme selon le Dr. Junot. Après avoir subi un quadruple pontage aorto-coronarien en 2004 en raison de blocages importants de plusieurs vaisseaux, ces pontages se sont progressivement obstrués et ont dû être dilatés d'urgence par angioplastie en 2010. C'est à ce moment-là que Clinton aurait fait appel au Dr. Ornish. En peu de temps, sa condition médicale s'est améliorée de façon spectaculaire, notamment grâce à une perte de poids importante et à une disparition de ses symptômes d'angine. Depuis plusieurs années, la méthode Ornish n'est plus considérée comme expérimentale et est remboursée aux États-Unis par Medicare ainsi que par plusieurs compagnies d'assurance médicale privées. Et l'efficacité de son programme a depuis été démontrée par plusieurs autres études pour prévenir et souvent inverser le diabète de type 2, le cancer de la prostate, l'hypertension artérielle, la dépression, l'obésité et le cholestérol. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en 2019, inspiré par le professeur Mia Kivipelto et l'étude FINGER dont on a parlé tantôt, le Dr. Ornish a voulu vérifier si son programme pourrait aussi inverser le déclin cognitif lié à l'Alzheimer. Le programme s'appuie sur 4 piliers. Une alimentation végétalienne santé, une activité physique régulière, une bonne gestion du stress et un groupe de soutien. Comme quoi les relations interpersonnelles sont réellement un besoin pour l'être humain, en particulier quand on parle d'Alzheimer. Chi-Chi Zerby et son conjoint John ont passé 20 semaines au Preventive Medicine Research Institute à Sausalito en Californie. Et les résultats ont tellement été positifs pour elle que depuis elle a maintenu ses bonnes habitudes. Elle considère que ces changements ont fait reculer la maladie. Elle n'a plus peur du futur et voit maintenant encore plusieurs belles années devant elle. Les 50 participants ont été répartis au hasard dans 2 groupes. Le groupe qui participe au programme du Dr. Ornish et le groupe témoin qui continue d'être suivi par leur médecin habituel avec les recommandations habituelles. Du groupe qui participe au programme, plusieurs ont vu leur Alzheimer s'inverser, alors que dans le groupe témoin, tous ont continué à décliner. Et ça va plus loin. Après les 5 mois de suivi, le Dr. Ornish a offert aux participants du groupe témoin la chance de faire le programme gratuitement.
C'est le cas de Mme Zerby. Au départ, le hasard l'avait assignée au groupe témoin et elle avait continué à décliner. À la fin du 5 mois, elle a rejoint le programme et c'est là que le vent a changé de direction. Comme le fait remarquer le Dr Ornish, ça montre combien ces mécanismes biologiques sont dynamiques dans les deux directions. Vous pouvez rapidement améliorer votre situation ou rapidement la dégrader. Plus vous appliquez les changements, plus ça vous aide. Mais pour inverser la maladie, il faut faire de très gros changements. Mme Zerby prend une marche tous les matins ou elle fait l'elliptique dans son garage. Elle médite 1 heure par jour pour l'aider à éviter le stress et multiplie les contacts avec les membres de sa famille. Elle et son mari ont complètement changé leur alimentation. Son plat préféré, c'était les escalopes de veau panées. Elle n'en a pas mangé depuis 5 ans. Elle a choisi de les échanger contre des années de santé avec les gens qu'elle aime. Évidemment, 50 participants, c'est un échantillon modeste. Comme le dit le Dr Ornish dans un article du Time du 7 juin dernier, c'est un premier pas. L'étude ne marque pas la fin de la recherche. Mais elle montre pour la première fois qu'un changement intensif des habitudes de vie peut améliorer la fonction cognitive de patients atteints d'Alzheimer. D'autres études avec plus de participants sont à prévoir pour confirmer les résultats. Si je compare le programme du Dr Ornish, le protocole du Dr Bredesen, les recommandations Finger, les facteurs de risque de The Lancet et toutes les autres sources que j'ai passées en revue, beaucoup d'éléments se recoupent. J'ai fait une synthèse qui inclut tout ce qui fait consensus, mais aussi d'autres éléments spécifiques à certains auteurs qui ont plein de bon sens. En passant, il n'est pas nécessaire de faire toutes les analyses dispendieuses du protocole de Bredesen pour profiter du fruit de ses recherches. Le plus important, et Dr Bredesen le dit lui-même, c'est de faire les modifications à ses habitudes de vie. Évidemment, j'ai mon opinion. Je ne fais pas ces vidéos-là pour rien, j'y crois. Si vous êtes prêt à faire de gros changements à vos habitudes de vie, je suis convaincu que vous pouvez, comme les habitants d'Okinawa au Japon, de la Sardaigne en Italie, de Loma Linda en Californie, de Nicoya au Costa Rica et d'Icaria en Grèce, vivre en santé jusqu'à 80, 90 ou même plus de 100 ans sans vous inquiéter d'un déclin cognitif. Mais mes convictions n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est les actions que vous posez et l'impact sur votre santé. Personne n'est à l'abri de l'Alzheimer, mais très peu de gens sont condamnés à l'avoir. Pour la majorité d'entre nous, les petits choix qu'on fait à tous les jours, nos habitudes de vie, font la différence. Évidemment, mon but, c'est pas de culpabiliser les gens qui développent la maladie. Notre société nous pousse à adopter ces habitudes qui nuisent tant à notre santé. Et dans certains cas, c'est la génétique qu'il faut blâmer. Mais de la même façon qu'on n'hésite plus à condamner les effets néfastes de la cigarette, je pense qu'il est temps d'attaquer de la même façon toutes les mauvaises habitudes qui sont responsables de millions de décès prématurés à chaque année. J'ai peur qu'on ne voit jamais d'avertissement sur les paquets de biscuits de la même façon qu'on en voit sur les paquets de cigarettes. Alors j'essaie de faire ma part et de partager l'information pour que vous ayez le choix. Maintenant. Comme le dit le Dr Sanjay Gupta, neurochirurgien et spécialiste médical de CNN, les preuves sont claires. Ça peut et ça va entraîner une meilleure santé du cerveau. Dans les prochaines vidéos, on va passer en revue tout ce que vous et vos proches pouvez faire par vous-même pour favoriser la santé de votre cerveau. Ces changements vont aussi avoir un impact sur votre santé globale et vont contribuer à vous faire éviter la majorité des maladies chroniques, incluant les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et plusieurs cancers. Pour vous assurer de ne rien manquer, prenez une seconde et cliquez le lien « S'abonner » juste en bas. On se revoit bientôt. D'ici là, on reste en mouvement. Un gros merci aux abonnés. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend.